Salut, c'est Bhaskar pour Hypnomachi. Aujourd'hui, on va parler de chaman, de suicide et de gens qui buzzent pas. Aujourd'hui, on va parler des nosologies psychologiques psychiatriques. En gros, les différents systèmes de classement des différents troubles mentaux qui existent à l'heure actuelle. Un certain nombre d'entre eux sont déjà largement rentrés dans le langage courant et il n'est pas rare au café du coin d'entendre parler de parano, d'hystérique, de schizophrène ou de pervers narcissique. À la base, la plupart des termes utilisés provenaient de la psychanalyse. Pendant très très longtemps, la psychanalyse et la psychologie clinique se sont plus ou moins confondues, et c'est dans un désir de rendre l'approche clinique plus scientifique que beaucoup de professionnels se sont écartés petit à petit du jargon psychanalytique et ont souhaité se différencier. C'est ainsi par exemple que certains termes ont été modifiés, l'hystérie psychanalytique devenant l'histrionisme dans le DSM. Très très souvent ces changements sont des changements de pure forme, mais cette forme permettait de marquer une coupure entre une psychanalyse plus ou moins dogmatique et un désir profond de scientificité. Le principal problème avec la tentative de scientificiser les différentes nosologies, classifications des troubles mentaux, c'est que c'est un petit peu comme aimer Manuel Valls. On a beau essayer depuis la nuit des temps, on n'y arrive jamais vraiment complètement. Et c'est ce que nous explique très très bien Jean-Léon de Beauvois dans son excellent ouvrage « Psychologie de la personnalité et évaluation ». Il y a un certain nombre d'auditeurs qui m'ont demandé des conseils de lecture, vous allez en avoir dans cette vidéo, vous allez vraiment en avoir. Voilà, c'est un très bon livre, profondément universitaire. Si vous n'avez pas l'habitude ou que le format un peu universitaire avec les tableurs Excel, les chiffres, etc., ça vous emmerde, passez votre chemin. Mais si jamais ça ne vous rebute pas, il est vraiment intéressant. Il parle notamment du Big Five. Le Big Five, c'est un des... Alors, c'est pas une nosologie de troubles, mais c'est un test de personnalité. C'est celui qui a aujourd'hui la plus grande validation scientifique, il y a un consensus autour de ça, et il nous démontre gentiment toute l'axiomatique, toute l'épistémologie qui amène à faire du Big Five, et il nous rappelle en fait dans un acte d'humilité à quel point il est difficile de scientificiser réellement la psychologie humaine, que ce soit la psychologie normale ou pathologique, peu importe, ces arguments sont valables dans tous les cas. Et ça d'ailleurs c'est directement corrélé à l'effet Dunning-Kruger dont on parlera dans une prochaine vidéo. Attention, je ne suis pas en train de dire que rien n'est scientifique, que tout se vaut dans une espèce de vision postmoderniste, etc. Je suis le premier à aimer les études scientifiques, dans mon livre vous en avez plein, voilà, j'en lis très souvent, etc. Simplement, ça me semble important, si on veut essayer d'être le plus compétent possible, d'essayer d'être pleinement conscient des différents biais d'induction dans notre démarche scientifique. Et puis pour un humain, essayer de comprendre l'humain, c'est aussi tomber dans les abîmes de la récursivité quelque part. Heureusement ou malheureusement pour moi, j'avais déjà perçu très très tôt ces différents biais d'induction quand j'étais à la fac de psycho il y a un bon moment. Et malheureusement, j'avais eu l'outrecuidance de les soumettre à mes professeurs qui m'avaient copieusement engueulé. Donc là, j'avais pu constater à quel point, dans certains cas, il y avait une espèce de prédominance de la hiérarchie sociale, du groupe social, sur l'exactitude des concepts enseignés. Et à quel point il y avait une espèce de psychologie sociale et d'hypnose de groupe qui était fait justement à coup de carotte et de bâton pour obtenir son diplôme, etc. Et que ça tenait plus, à mon avis, en tout cas dans mon vécu, du rituel de soumission plus que de la recherche honnête de la vérité. Alors moi la vérité je ne l'ai pas trouvée depuis, mais simplement là je vais partager avec vous un certain nombre de questions et d'interrogations qui me paraissent pas idiotes. Voilà. Il faut dire qu'en ce qui concerne l'objectivisation des maladies mentales, vous avez quand même des expériences qui ont été faites qui sont absolument géniales, où on prenait deux psys, et on les mettait, ils se connaissaient pas les deux psys, et on les mettait dans une pièce, et à chacun on disait avant, écoute, je voudrais ton avis en tant que confrère, parce que j'ai un patient comme ça, il est complètement taré, il se prend pour un psy, qu'est-ce que t'en penses? Moi je sais pas quoi faire, tu veux bien avoir un entretien avec lui? Et les deux psys ils restaient là, et ils se regardaient, et ils se regardaient, et ils se regardaient, et ils se regardaient. Et à la fin, chacun repartait en disant « il est complètement taré ». C'est vous dire à quel point on est dans une espèce de validation, à quel point c'est le cadre sociétal en fait qui justifie ou qui légitime un certain nombre de choses, mais il se pourrait bien que ce soit qu'une immense fiction sociétale, et ça déjà très très jeune, ça m'a mis la puce à l'oreille.
Alors, parmi les questions que je me pose, un autre livre qui m'a beaucoup aidé, je vous avais dit que je vous allais vous donner des conseils de lecture à cette vidéo, c'est Religion et schizophrénie, une source commune de Dragoslav Mirik. Alors ça, c'est beaucoup plus spécialisé. Ça parle de hiérophanie, ça parle de la capacité justement de voir les choses au-delà des apparences, dans une perspective plus ou moins sacrée, et du lien justement entre cette sensation plus ou moins religieuse ou mystique et la schizophrénie. Et une des thèses de l'auteur m'a vraiment passionné. En plus, elle était relativement bien sourcée, puisqu'il cite 188 études qui ont été faites dans 46 pays sur 150 000 personnes. Donc on est loin des 10 étudiants en psycho de première année qui se soumettent à l'expérience. Et il nous apprend qu'il y a 0,7% des individus qui connaîtront dans leur vie un épisode de schizophrénie. Quand on rapproche ça avec ce qu'on appelle le nombre de Dunbar, le nombre de Dunbar, c'est un anthropologue qui disait justement que le cerveau humain n'était pas vraiment câblé pour être en lien affectif réellement avec plus de 148 personnes. Et ben quand on rapproche ces deux statistiques, ça fait à peu près un schizophrène par communauté humaine. C'est-à-dire un chaman. Il va même plus loin, il parle d'autres maladies mentales en constatant aussi que dans différentes cultures du monde, sur les 5 continents a priori, on a des distributions comme ça qui sont à peu près constantes. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait plus en fait de psychopathologie, mais de stratégies plus ou moins psychobiologiques d'adaptation. Et ça c'est intéressant parce qu'on n'est plus du tout dans une optique de normes, et là on commence à faire de la science en fait justement. J'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant. D'autant que, on va en parler en fin de vidéo, d'autant que d'un point de vue de la logique sacrificielle, qui vous savez m'est chère et chère avec le machi, le rôle du chaman peut être perçu, pas toujours, mais peut être perçu comme une forme de sacrifice. C'est-à-dire que le chaman, en fait, sacrifie une part de sa santé mentale pour devenir une espèce d'icône qui va... il va devenir le bouc émissaire, en fait, de toute la folie de toute la communauté. C'est-à-dire pour permettre à toute la communauté d'échapper à la folie, c'est le chaman qui va devenir un peu fou, mais un fou ritualisé, un fou prévu par la socioculture. Donc un fou qui n'inquiète pas. Ouais. Et donc en échange, il a tout pouvoir sur la communauté, parce que sur un présage, il peut déclencher des changements sociétaux majeurs, sur une vision. Et en même temps, il sacrifie une part de son propre rapport au réel là-dessus. Voilà. Je trouvais ça intéressant, on va en reparler tout à l'heure. Donc j'ai trouvé très intéressant ce que cette idéologie non pathologiste, ou en tout cas cette approche plus ou moins scientifique des choses permet, parce que j'ai toujours trouvé paradoxal qu'un soignant dans le domaine de la psy se permette de faire des procédés d'étiquetage hypnotique, en disant, voilà, lui ou toi, t'es un obsessionnel, lui c'est un parano, etc. Parce qu'on sait bien que la façon dont on s'adresse aux gens finit par créer la réalité psychique de comment ces individus se perçoivent. Et donc on finit par alimenter le propre diagnostic initial. Donc c'est complètement délirant, parce qu'on envoie... dans ces cas-là, aux patients, une double contrainte avec un message apparent qui dit « Je suis professionnel de la santé mentale, je suis là pour vous soigner et que vous ayez mieux ». Et derrière, au niveau de l'inconscient, on n'arrête pas de lui envoyer des trucs qui disent « Ton identité, c'est ta pathologie, etc. » Donc c'est complètement schizophrénisant et aliénant. Ça a déjà été largement théorisé, mais enfin, je le redis quand même là au grand public pour ceux qui ne se posent pas ce genre de questions. Mais je trouve ça quand même extrêmement particulier, parce que c'est comme si on envoyait à l'inconscient le message de « Continue d'avoir la pathologie puisque ça définit ton être ». Voilà. Moralité, depuis très très jeune, je me suis posé la question de dire, est-ce qu'on peut vraiment faire un boulot d'accompagnement et de soins dans le domaine de la pathologie mentale à plein temps si notre salaire en dépend? Et ça renvoie à un des paradoxes du psy, qui est le psy a intérêt à ce que ses patients aillent mieux, parce que c'est son boulot, et en même temps, il a intérêt à ce qu'ils aillent pas mieux, parce que c'est ça qui le fait manger à la fin du mois. À ça, on peut effectivement légitimement répondre qu'il y a en permanence derrière un vivier de gens qui vont mal, qui arrivent, et que du coup on peut se permettre de guérir les personnes, qu'il y en a toujours d'autres derrière. C'est vrai, c'est pas absurde comme raisonnement. Moi j'ai pas d'idée toute faite sur la chose, je me pose des questions, j'ai mes réponses temporaires, je réfléchis avec vous, voilà, ça n'a pas d'autres ambitions de dire la vérité. N'empêche que ça pose une question politique, ce genre de choses, et là ça m'amène à une petite digression qui est... J'ai quand même quelque chose qui revient avec tous les amis que j'ai dans le domaine de la santé mentale, et Dieu sait que j'en ai un paquet. Dans les petites soirées du samedi soir, où on parle des petits problèmes de boulot, il y a quand même un truc qui revient en permanence, c'est l'aspect fondamentalement pathogène du milieu hospitalier. En effet, pas évident de bien faire son boulot quand on est coincé en sandwich entre d'un côté les patients,
et de l'autre côté, l'administration qui nous donne les crédits ou non, qui nous impose telle ou telle pratique, nous interdit telle ou telle pratique, etc. etc. Et c'est pas évident parce que l'individu là devient une espèce de sandwich comme ça, où il doit composer entre les demandes de l'administratif et la réalité du terrain. Et cette condition n'est pas spécialement agréable, n'est pas spécialement confortable. D'ailleurs, au passage, hein, vous le savez peut-être, mais il y a énormément de psys et de professionnels de la santé mentale qui se suicident. Je suis désolé. Oh la vie de merde. Hein, le taux de suicide des psychiatres, il est près de 5 fois supérieur à celui de la population normale, hein, ça vous donne une idée. Je me suis retrouvé encore dans la cuisine, seul. Il était derrière moi. De mon point de vue, il est important d'avoir fait, de continuer à faire une psychothérapie quand on est soi-même également thérapeute. Dans cette psychothérapie, à un moment donné se pose quand même la question de est-ce qu'on fonctionne dans un référentiel interne sur avoir son papa intérieur, ou est-ce qu'on attend de l'extérieur un papa. Et justement, la présence d'un hôpital ou d'une administration papa de substitution, ou d'un état papa de substitution, à un moment donné, me fait me poser des questions. Personnellement, il me semble qu'une thérapie plutôt réussie, si ça veut dire quelque chose, amènerait globalement un individu à vivre et à fonctionner selon son propre étalon de référence. Fonctionner selon son propre étalon de référence, ça ne veut absolument pas dire ne pas collaborer, ne pas faire partie de collectif. On reste des animaux sociaux, évidemment. Voilà, mais simplement, je m'étonne toujours de ces professionnels de la santé qui restent comme ça en encaissant cet état de sandwich entre l'administration et les individus, comme ça, en disant « Ah bon, on peut pas faire son boulot, etc. » et qui ne bougent pas. Alors je sais qu'il y a aussi des gens qui essaient de changer les choses de l'intérieur, qui arrivent avec une patience infinie et un amour infini à essayer de grappiller des petites choses, etc. Pour moi, ça revient vraiment à être en première ligne, à encaisser les coups, etc. Franchement, bravo les gars, moi j'ai pas votre courage et votre patience, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même une question à se poser, compte tenu de la récurrence du phénomène d'entendre des professionnels de santé comme ça se plaindre et du haut taux de suicide. Voilà. Je pense qu'il y a là, à un moment donné, un décalage entre les nécessités psychologiques de la profession et les moyens qui sont politiquement ou culturellement donnés à ces professions. Bref. Donc, pour revenir au propos après cette digression, le normal, le pathologique dans le domaine de la santé mentale. Un troisième livre, je vous avais dit que je vous gâterais dans cette vidéo, et alors celui-là, un vrai petit bijou, moi je me suis régalé. Georges Devereux, Essai d'ethnopsychiatrie générale. Alors il fait de la psychanalyse, il fait de la psychiatrie, il fait de l'ethnologie, et il nous propose justement de penser la maladie mentale au-delà du filtre un petit peu étriqué de notre propre culture. Et là c'est passionnant, il introduit un certain nombre de notions, notamment, la plupart d'entre nous connaissons le principe de mécanisme de défense. Hein. Quand on a quelque chose qui nous dérange psychologiquement, on a différents mécanismes de défense, donc le déni, le refoulement, la rationalisation, la répression, etc., qui nous permettent de ne pas affronter toute une partie de l'existence qui est trop pénible, trop douloureuse, qui est trop à un moment. Et Georges Devereux introduit l'idée de mécanismes de défense sociologique et de mécanismes de défense ethnique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire justement que certaines masses culturelles, certaines ethnies, certains groupes culturels disposent de représentations mentales qui permettent des mécanismes de défense à l'échelon du collectif. On parlait tout à l'heure du chaman, et bien justement, le fait d'être chaman peut être, j'ai bien dit peut, c'est pas forcément, mais peut être un mécanisme de défense du psychisme. Par exemple, un individu pour qui le réel deviendra beaucoup trop difficile, pourra simplement se dire « Ah, ça y est, je commence à entendre des voix, etc. » rentrer dans un délire, dans un truc de déréalisation, etc. Et il pourra, dans ces cas-là, éventuellement, devenir chaman si sa socioculture a prévu un rôle de chaman, par exemple. Dans d'autres cultures, il donne dans son ouvrage l'exemple comme ça de certaines folies rituelles, hein, les folies berserker ou les hammocks, hein, en Asie du Sud-Est, certaines formes comme ça de folie culturellement acceptées dans des contextes guerriers par exemple, qui permettent à l'individu comme ça de décharger une espèce de tension et qui sont culturellement reconnues. Et il invite justement à faire la part des choses entre les mécanismes de défense psychologique individuels, il y a l'histoire du sujet, et des mécanismes de défense généraux qui sont de l'ordre de la culture entière. En effet, on a des cultures entières qui ont des taches aveugles. On a des cultures entières qui ne veulent pas voir certains pans de l'existence.
Et ça nous amène à un autre concept, en lien avec ce que je vous avais dit dans d'autres vidéos, qui est la notion de logique sacrificielle. Personnellement, j'affirme, je ne vais pas me faire que des amis, c'est pas grave, je suis pas là pour ça, personnellement, je trouve qu'il y a des cultures qui sont plus sacrificielles que d'autres. Un de mes critères pour définir personnellement la santé, le niveau de sanité d'une culture, c'est la notion de la quantité de logique sacrificielle qui y est présente. Georges de Véreux, justement, dans son ouvrage, parle de différentes méthodes comme ça d'oblitération du réel des cultures. Je pense notamment, pour donner un exemple clair, à une culture qui, pour moi, et pour y avoir fait plusieurs voyages, est un exemple absolu d'une culture fortement sacrificielle. Je veux bien sûr parler du... Japon! Mais vous vous attendiez à quoi? Après, ça n'empêche pas, j'ai plein d'amis japonais qui ont tous fui le Japon, en fait, quand on y pense. Bon, bref. Mais je sais qu'il y a une espèce de tabou, pour ne pas dire de nexus dans certains milieux, le relativisme culturel, qui dit qu'on ne peut pas critiquer une culture, et que parce que c'est une culture, bah, on n'a rien à dire. Mais c'est justement le genre de tabou et de nexus que je voudrais qu'on puisse faire péter, là, au moins pendant 5 minutes, entre nous. D'autant plus que le niveau de sacrifice, de logique sacrificielle d'une culture, souvent, il est bien sous le seuil de conscience, parce que c'est extrêmement désagréable de réaliser qu'on vit dans une culture hautement sacrificielle. Mais regardez, vous avez le plus haut taux de suicide du monde, ou le deuxième plus haut taux de suicide du monde selon les modalités. Vous avez, les gens ne baissent plus, vous avez 42% des hommes et 44% des femmes entre 18 et 34 ans qui n'ont jamais eu de rapport sexuel. Le fait que vous me touchiez pratiquement jamais, ça a une influence sur la fécondité? Ça joue. Ça joue. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une vie qui est complètement étouffée. Vous avez un marché où vous pouvez payer pour qu'un autre être humain vous regarde. Hein, et je vous passe toutes les psychopathologies spécifiques du Japon, les hikikomori, ces mecs qui veulent même plus sortir pour aller affronter la vie et qui se terrent dans leur piole, où leurs parents sont obligés de leur apporter leur repas sur le perron de la porte, tous les suicides rituels, karoshi, etc. Et toute la psychologie sociale, l'oppression et la culpabilité, et l'usage de la culpabilité et de l'hypnose, justement, pour étouffer cette forme de vie dans la culture japonaise. Voilà. Donc j'ai pas l'impression d'être incroyablement subversif non plus en disant ça quand on regarde la culture japonaise à l'aune de la logique sacrificielle. Et personnellement, j'aurais tendance plutôt à fixer cette notion de sacrifice comme un étalon qui, en tout cas en ce qui me concerne, fait sens et que je vous propose. Voilà. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes se basent sur une idéologie de la souffrance, comme quoi le psychopathologique ce serait ce qui créerait de la souffrance. Je suis pas forcément très d'accord avec cette idéologie, déjà parce que la souffrance fait partie de la vie, ensuite parce que certaines pathologies n'entraînent pas forcément de souffrance pour la personne qui en serait atteint, et ensuite parce qu'on vit aujourd'hui dans une idéologie de la non-souffrance, hein, où la souffrance est oblitérée, les malades, tous les amputés, les trucs, etc. sont cachés, on le voit dans les médias que des gens qui sont jeunes, beaux, etc., qui ne souffrent pas, et ça me semble bien éloigné de la vie réelle, hein, voilà. Donc le normal, le pathologique, je me pose la question. Des fois, je me demande si c'est pas simplement le reflet, la difficulté qu'on a à appréhender autrui comme un autre, réellement différent, et à l'aimer, à l'accepter pour ce qu'il est. Si c'est pas la conséquence, voilà, de notre manque d'amour personnel qu'on agglomère et qu'on érige comme un ensemble de normes prescriptives qu'on enseigne par hypnose et soumission sociale. Je sais pas, je me pose la question. Voilà, donc j'avais envie de partager avec vous ces quelques réflexions sur la possibilité d'un espace de réflexion non pathologique, sur les différents intérêts que pouvaient avoir les professionnels de la santé mentale à maintenir inconsciemment des systèmes qui auto-valident les malades dans leur vision. Hein. En même temps, je comprends, hein, il faut bien pouvoir payer des sacs Gucci à sa femme, etc., quand on est psy et qu'elle est très demandeuse. J'avais envie de partager avec vous ces différences, le fait comme ça que les cultures pouvaient fonctionner avec des mécanismes de défense à la manière des individus. Et alors vraiment là j'ai fait que effleurer ça, donc vraiment si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller voir Georges de Véreux dans le texte. Moi je suis en train de me faire tout Georges de Véreux, voilà, je me régale, je parlerai d'un autre ouvrage du même auteur dans une prochaine vidéo. Voilà, et cette vidéo est à présent terminée. J'en profite pour remercier les différentes personnes, les partageurs en série, les gens qui les mettent un petit peu partout sur la toile, voilà, ça me soutient bien, merci beaucoup. Si vous ne l'avez pas déjà fait, on a fait une table ronde avec la chaîne de Missor sur le libre arbitre, voilà, vous faites Missor, Hypnomachie, libre arbitre, vous allez trouver ça facilement sur YouTube.
Ceux qui ne sont pas sur la page Facebook, je vous invite à nous rejoindre, d'autant que je vous publie régulièrement des petits billets où on décrypte un petit peu l'actualité du point de vue de l'hypnose et de l'hypnomachie. Et je vous laisse avec une petite citation de Philippe Mitrani. L'illusion ethnologique est inéluctable, située entre la croyance et le savoir, puisqu'elle consiste à prétendre savoir ce que les autres croient et à croire ce qu'ils savent.